c'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Émission piquante, émission souriante, pas de sondage du soir. On vous réserve quelque chose, on va dire, de corsé, un beau sondage corsé. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Si vous voulez avoir des nouvelles de Bernard Tapie, choses comme ça, vous attendez la deuxième partie. On aura du lourd à vous offrir. Le président et le président Hervé Penaud. Bonsoir Patrick Juvet. Bonsoir à tout le monde, ça me fait bien plaisir d'être là. À ce poste-là que je méritais depuis très longtemps. Oui. Enfin, vous avez compris, Néné. Je pense, oui, je pense. Je ne sais pas si le vil peuple a bien compris. La tigresse de l'équipe du soir, elle bouge un peu, un coin gauche, un coin droite. Elle sourit, mais au fond d'elle, elle est un peu agacée. Elle aimerait avoir un poste fixe. C'est difficile, surtout que je pense que je suis meilleure de l'autre côté. Ah, c'est vrai. Et j'ai les deux pieds, donc c'est pas un problème. Okay. Mais de l'autre côté, il y a une demoiselle qui a son rond de serviette. Et si je la change, elle est complètement perdue. Karine Galli, bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Vous savez, je suis une petite vieille, j'ai mes petites habitudes. Et si j'ai pas cette place-là, ou la place de président qui me va très bien aussi, je suis pas bien. Quelle cabotine. Dans votre diagonale, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le petit blond. C'est le chouchou, tout le monde l'aime bien le... Vous avez Alzheimer ou quoi? Évidemment, on a déjà fait des émissions ensemble, Mémé. C'est une manière de présenter, de vous faire agir, donc ma question a bien marché. Bonsoir Mémé. Bonsoir Giovanni, ça va? En pleine forme. En pleine forme. J'ai eu une journée passionnante. Vous avez des petits yeux là, non? Absolument pas. Non, pas du tout. C'est ma journée au téléphone. Ah, ok, très très. Bah, c'est bien. Grâce à moi. Attention. Le backer, Philippe Surfourche, il est là? Ah oui, il est là. Ah, il est fou. Je n'y ferai jamais. Salut Philippe, comment ça va? Salut à tous. Ça Je va? m'aperçois que le président est arrivé à ses fins. Oui. Lui qui est nostalgique de certaines démocraties africaines qui vous permet d'arriver au pouvoir avec des scores. Est-ce que je peux l'envoyer au... Non, Ah, pas tout de suite. Alors, le rappel du règlement. Ah, le règlement, c'est important. Si un chroniqueur vous déplaît, quoi qu'il dise d'ailleurs, vous pouvez actionner ce carton rouge. Oui, Il sera privé de débat pendant 1 minute. Absolument. Et puis, vous avez votre champignon atomique. Appuyez un petit peu. Voilà. La musique retentit. Moi, je conclue un débat. Vous actionnez le champignon atomique. Il y aura 2 minutes de temps additionnel pour ce débat. Vous êtes le maître du temps, une fois par débat et une fois par émission. L'OM en crise. 64% des sondés jugent l'OM en crise. Est-ce encore trop tôt pour parler de crise? Mais ça, on va y répondre. C'est un sondage qui est né dans mon esprit malfaisant. Hier soir, après l'élimination de l'Olympique de Marseille à Monaco, l'OM a-t-il basculé dans la crise hier soir? Plus de 10 000 votants. Et voyez le résultat de ce sondage. Donc, c'est pas 64, c'est 63%. On va se faire un petit replay. L'OM a-t-il basculé ce soir donc dans la crise? C'était hier soir, juste après le match. C'était plutôt non. On va commencer par une copine qu'elle a ce soir. Je dirais plutôt que non, parce que quand on parle de crise à Marseille, c'est notamment par rapport aux supporters. Mais voilà, de là à dire que c'est la crise, moi, j'ai pas senti un groupe qui a lâché son entraîneur. Pour toi, c'est la crise, Bernard? Tout va bien. Non, ils sont rentrés dans une morosité très inquiétante. Ok, donc est-ce encore trop tôt pour parler de crise? On va être pédagogique par rapport à habillage à l'américaine et on y va, mes petits. Karine, vous me dites donc? Entre hier soir 20h30, 23h30 et maintenant 19h45, je réponds la même chose. Vous répondez la même chose, mais vous avez peut-être pu avoir accès à quelques informations privilégiées comme vous étiez sur le terrain. Oui, vous mais- maintenez votre déclaration, Karine? Oui, Oui. Philippe Sansfourche ou non? Je vais verser dans le sens de ma voisine. Ok, c'est oui également. Pas bougé. Giovanni, il n'a pas bougé. Mélisande? Non. Non. Ah, c'est pas trop tôt. Ok. Et pour vous? Je vais d'abord écouter le ville peuple. D'accord. Donc, le président n'a pas bossé ce soir. Ah si, mais j'ai le même avis. J'ai le même avis, c'est pour faire un peu de suspense. Non, mais il nous démontrera. Dans votre vie de peuple, on va laisser parler les minorités. Mélisande, vous me dites, c'est pas Est-ce trop que tôt. c'est trop tôt pour parler de crise à l'OM? C'est ça la question. Alors, il y a une espèce de fantasme sur le mot crise dans le journalisme sportif français qui est hallucinant. Ah ouais? C'est-à-dire quand vous dites crise, on a l'impression que c'est fini, quoi. Ouais. Une crise, ça veut dire, donc pour un dictionnaire, ça veut dire une période difficile, une situation préoccupante. Ils sont dans une période difficile. Une crise, le deuxième sens, ça veut dire une pénurie, une crise de résultats, par exemple. Ils ont gagné un match sur les 7 derniers, ils ont gagné 4 matchs depuis le début de la saison. À Marseille, oui, c'est une situation difficile, donc c'est une crise. Alors des fois, on entend, ah non, c'est pas une crise, mais ils sont dans le dur. Bah oui, c'est une crise. Maître Alors, Capello, ça veut pas dire qu'ils silence. peuvent penser. Attendez, gardez des arguments, parce que vous êtes en minorité, on va faire un ping-pong. Alors, qu'est-ce que vous répondez à évidemment d'accord avec les propos que Mélissande vient d'avoir sur le plateau. Oui, mais vous Par répondez, rapport Non, mais par rapport à cette moi, définition, etc. Mais moi, je dirais quand même plutôt non, parce que dans le terme crise dans le football, il y a plusieurs paramètres, et il y a notamment à Marseille le paramètre de la situation
relation dans laquelle les joueurs sont avec les supporters et l'influence et la pression que les supporters peuvent mettre sur les joueurs avec une animosité, avec ce qu'on a pu vivre l'an passé par certains aspects. Et là, quand même, avec les supporters, évidemment qu'ils ne sont pas ravis, mais il y a un objectif qui a été fixé par Andrés Villas-Boas, c'est ces 3 matchs. Il y en a un, c'est déjà mort, il a été perdu. Et ils ont encore un petit peu d'espoir de voir ce que ça va donner contre Lille et contre Lyon. Et ils ont également le chemin, enfin ils ont également le cahier des charges qui est clair, c'est-à-dire une équipe qui est quand même extrêmement amoindri par rapport à la saison dernière, qui a un effectif faible et que de toute façon, les objectifs ne peuvent pas être aussi clinquants qu'à l'époque où McCourt est arrivé. Non mais ça, c'est Villas-Boas qui l'a dit. Sauf que Hérault, pour pas se reprendre un coup de pelle sur la tête, il s'en est déjà tellement pris, lui n'a pas parlé du podium. Contrairement aux saisons passées où évidemment il n'en a pas parlé. Résumons donc, pour l'instant, le rapport entre les joueurs et les supporters. Ça va, on a vu pire, donc finalement... les supporters, enfin les joueurs, ok, mais Jacques-Henri Hérault, il commence à prendre sérieusement. Encore hier soir... Oui, mais il a toujours pris, ça s'est jamais arrêté, le Hérault d'émission. Non, mais donc ça veut dire que tout va pas bien. Enfin, on voit quand même une équipe qui, dans le jeu, est en difficulté, qui, dans les résultats, est en difficulté, dont l'effectif est quand même très mal construit, tout le monde le constate jour après jour, dont le recrutement estival... pose vraiment question, pas tant dans les profils et dans la construction de l'effectif, qui est beaucoup trop court cet effectif, puisque là, au Thauvin, on ne sait pas trop quand il va revenir. Janvier, février, mars, Alvaro, il est peut-être pas là pour Lille. Si vous perdez là contre Lille et Lyon, si vous prenez pas au moins 4 points contre ces équipes-là, on sent que Monaco est en train de revenir. Parce que là, on est là en train un peu de jouer la politique de l'autruche. Je dis pas que leur saison est finie, qu'ils accrocheront le pas de podium, etc. Je dis quand même que Monaco, ils ont l'air bien lancés. Et que donc, on peut se dire, moi, Monaco, avec Jardim, avec cet effectif-là, on l'a vu hier soir, Monaco, l'équipe B contre l'équipe A' de Marseille, on va dire quasiment l'équipe type de Marseille, avec les joueurs qui sont aptes aujourd'hui, il y avait une vraie différence technique. Vous faites rentrer Golovin, il n'y a plus de match, en gros. Donc, Monaco, on peut s'imaginer qu'ils vont finir sur le podium. Il va vous rester une place pour l'OM. Mais sauf que le podium à la base c'était trop. À un moment donné, c'est ça qu'il est venu faire, McCourt. Il n'est pas venu finir 5e. Giovanni, il n'y a pas de crise pour vous, c'est trop tôt. Alors pourquoi ? Non, mais on est obligé, quand on parle de l'Olympique de Marseille, de se baser sur ce qu'on a vu dans le passé. Et il y a eu des choses beaucoup plus tendues, beaucoup plus chaudes à l'OM. Moi, ce que j'ai l'impression surtout, c'est que les supporters, ils sont surtout énervés face à la direction. Parce que, en fait, ils sanctionnent Hérault sur les 3 années, sur tout ce qui s'est mal passé. Mais sur l'effectif actuel, j'ai l'impression quand même qu'il y a un constat et que les supporters marseillais sont lucides en se disant, là aujourd'hui, Villas-Boas, il essaye de faire de mieux qu'il peut avec ce qu'on lui a donné, à savoir, comme Mélissande l'a dit, un effectif bancal, des garçons invendables, un effectif vieillissant et en plus, sans son meilleur joueur, Florent Thauvin, qui est blessé. Donc, faut pas s'attendre à un miracle. Et les supporters marseillais ont bien conscience que le problème vient d'en haut et pas de l'entraîneur qui vient d'arriver, qui fait du mieux qu'il peut. Mélisande. Mais c'est pas la question. La question, c'est pas de dire est-ce que l'OM c'est Villas-Boas dans le dur. Est-ce que l'OM mais la est en crise, quand il y a une crise totale, les supporters, ils en veulent à tout le monde. Là, j'ai l'impression que c'est très ciblé sur la direction la crise. et que c'est pas extrêmement tendu. Non, mais c'est une question de supporters. Là, il y a une équipe qui a des résultats. Vous croyez que les supporters, ça leur fait plaisir sur leur dit là, ton effectif, il est bidon, mais tu seras 7e, puis on verra dans 3 ans. Mais c'est l'OM. Les supporters, c'est l'OM. Mais non, mais ils sont là. Nous, on a l'étoile, nous, on a l'étoile, on a l'étoile. Hier, ils ont même pas réagi. C'est un grand club français qui est en difficulté. Oui, est-ce qu'ils ont encouragé tout le match hier ? Mais bien sûr. Mais non, mais la question est pas de demander. C'est pas est-ce que c'est la guerre avec les supporters marseillais. C'est est-ce que l'OM est en crise sportive. Ça compte aussi le terrain. Ce qui est intéressant. C'est pas que les supporters. Le président demande la parole. Oui, parce qu'il faut que maintenant un peu les hommes parlent. Ça, c'est bien gentil. C'est des émissions, mais bon, on va reprendre le pouvoir. Ça y est. Donc, caractère autoritaire. Non, j'ai trouvé très intéressant l'argument en fait de la définition de la crise, parce que tout est là. C'est qu'il faut qu'on s'entende déjà sur ça, et tout était là. Et j'ai trouvé effectivement que tu as réussi à trouver les mots justes. Bon, pour vous, c'est la crise. Donc, alors que j'étais parti dans le départ en me disant, c'est pas une crise. Mais si la définition de la crise, c'est un petit. Soit c'est une crise d'identité, effectivement, qui dure sur plusieurs saisons, plusieurs années. Et moi, j'ai tendance à pencher sur cette option-là. Mais c'est une crise globale, c'est une crise de croissance, c'est une crise d'identité. Un projet raté, surtout. On ne sait pas où va l'OM depuis maintenant 3 ans. Et surtout, saison après saison, on s'aperçoit qu'il y a un déclassement permanent. Et d'ailleurs, on l'a bien ressenti dans l'approche du classique, où en toile de fond, il y avait plus simplement le côté sportif, il y avait aussi
la fierté, en fait. C'est-à-dire que maintenant, les Marseillais ne veulent même plus parler de ce match parce qu'ils ont intégré le fait qu'ils vont le perdre à chaque fois. Et la question est de savoir dans quelle mesure, dans quelle ampleur. Donc, en fait, on est dans quelque chose comme s'il y avait une parenthèse qui s'était ouverte. Et quand on est supporter de l'OM, eh ben, on fait une croix sur ces années-là. Ça devient assez terrible. Maintenant, la crise, en termes de, comme on l'entend à proprement parler, quand on définit un moment difficile dans une saison, je pense malheureusement que, vu l'état de l'OM, elle interviendra si on descend encore plus bas que ça. Oui, voilà. Si on arrive si on s'aperçoit qu'il y a une élimination dans les 2 coupes et que tu te retrouves dans la deuxième moitié de partie de tableau, en seconde, parce que là, on sera vraiment dans quelque chose d'anachronique par rapport à Il y avait un téléspectateur sur le compte Twitter de l'équipe du soir, donc pour parler de crise, il faudra attendre les 2 matchs, Lille et Lyon. C'est ça c'est sûr. Parce que c'est le championnat soi-disant que l'OM joue. Ce sont les termes de Andrés Villas-Boas. Donc la crise, pour vous allez attendre des supporters qui vont débarquer à la commanderie avec des manifestations, beaucoup de pression sur les joueurs. S'ils tapent l'OL de Garcia. Imaginez que l'OL de Garcia vienne gagner au Vélodrome, ce qui n'est pas impossible. Voilà. C'est pas du tout impossible. Là, ce serait. C'est double pelle. C'est double coup de pelle. C'est tu perds et en plus, c'est l'OL de Garcia. Là, c'est vraiment. Tiens, on va revenir, faire une comparaison entre l'OM de Garcia et l'OM d'André Villas-Boas, avec quelques images hier sur les 2 peu pris par l'Olympique de Marseille. Finalement, quand là, vous avez quand même un tiers. Là, vous avez un tiers d'équipe. Mais déjà, au moins, les recrutements, parce que tu as parlé de mauvais recrutements. Moi, je pense que sur le mercato, ils sont quand même renforcés, sauf, évidemment, ce fameux milieu défensif où ils ont prérogé. Oui, mais Luis Gustavo, ils ont plus de milieu récupérateur. Et tout le monde l'expliquait l'année dernière qu'il sortait d'une saison catastrophique, Luis Gustavo. Donc, ils l'ont perdu, mais ils n'ont pas perdu un grand Luis Gustavo. Et le fameux grand Luis Gustavo, il y a 2 ans, il était à l'OM l'année dernière, si je ne m'abuse. Tu sens qu'il n'y a pas de caractère hier soir, Hervé. Quand il n'y a pas Alvaro. Mais l'année dernière, c'est le raisonnement que j'entendais déjà l'année dernière, où on m'expliquait qu'il n'y avait pas, parce que ça c'est un truc un peu, c'est le gimmick qui revient tout le temps, on dit mais il n'y a pas de leader, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. L'année dernière, il y avait bien Luis Gustavo. L'année dernière, la fameuse mauvaise saison. Garcia l'a fracassé. Alors c'est de la faute de Garcia. Il l'a baladé à tous les postes. Mais il y a 2 ans, quand il avait été bon, notamment en fin de saison où il jouait défenseur central, ça posait aucun problème. Et l'année dernière, puisqu'il a changé de poste. Il a joué défenseur central pendant des mois alors qu'il a demandé à plus le faire. Et quand il est revenu au milieu, il était pas bon. C'est vrai, il est sorti au bout d'un mois sur le banc parce que Garcia ne le faisait plus jouer. Donc la saison de Gustavo... Garcia a fracassé la saison de Gustavo. J'ai failli casser mon téléphone. C'est énorme. Ah non. 2 minutes de temps additionnel décidé par le président. C'est l'OM quand même. C'est le premier débat parce que le président... C'est l'OM. Bon alors... L'OM a tiré sur la corde pendant des mois et des saisons sur des postes, sur des joueurs clés. Luis Gustavo, pourquoi il n'est pas bon la saison passée? Parce qu'il a été essoré la saison précédente. Pareil. On m'enlèvera quand même pas de l'idée que même si ce ne sont pas des joueurs top classe mondiale, en termes à la fois de qualité de footballeur et de caractère, vous aviez à une époque, Patrice Evra, ça s'est mal terminé, mais il y avait quand même le caractère de Patrice Evra, Adil Rami, Luis Gustavo, et quand tu avais à la fois un Payet intermittent, plus un Thauvin, plus un Balotelli. Ce que vous avez dit, tu avais quand même des joueurs de caractère qui avaient un peu la carrure pour avoir le maillot de l'OM. Aujourd'hui, il n'y en a plus un. Il y a des gens qui ont toujours pensé que le retour de Payet était une mauvaise idée, moi la première. Mais tu peux pas faire autrement. Sauf que c'est symptomatique de l'erreur première de Champion Project où tu vas mettre 35 millions d'euros sur un joueur qui était demandé par personne quand il était à West Ham. D'accord, mais une fois que c'est fait. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est les arguments qu'on utilise d'une année sur l'autre et ils deviennent complètement différents. L'année dernière, on m'expliquait qu'il n'y avait pas de leader, pas de caractère dans cette équipe. Et là, tu me parles de Rami qui était, tu me parles de Luis Gustavo qui était, là, etc. ça s'est affaibli. Ce que Philippe te dit, c'est que là, on a encore franchi un cap, qu'il y a encore moins. On en reparlera alors à la fin de saison. Rappelez-vous de cette émission-là. Moi, je pense qu'ils finiront mieux que l'année dernière. Voilà. Alors, excusez-moi. Mieux classé. Attendez. Donc, c'est sur le podium ou 4e? Oui. Ils peuvent faire 3-4. Ils peuvent faire 3-4. Mais moi, je pense pas qu'ils aient un mauvais effectif. Je pense qu'ils ont fait une erreur majeure sur le milieu défensif. Ils sont gourés sur le milieu défensif. Ils ont préféré prendre Rongier alors qu'il fallait quelqu'un qui soit récupère des balles, parce que Strootman est un peu à la rue. Mais sinon, sur le reste de la construction de l'effectif, avec un match par semaine, vous avez un effectif. Les défenseurs latéraux. À droite, Saka et Amavi. Mais Saka, il joue même pas à son poste. Il joue même pas parce qu'Amavi était pas bon, donc ils l'ont décalé. Mais Amavi qui a fait un bon match, c'est l'une des rares satisfactions du match d'hier. Sait-on jamais, peut-être qu'il va se relancer. Payet, Thauvin, Benedetto, c'est une bonne pioche. Alvaro, c'est une bonne pioche. Moi, j'ai l'impression. Mais tu peux être en Ligue Europa la saison prochaine. Mais ça, on est d'accord. 3-4. C'est toujours pareil. 3-4. Alvaro, Andrés Villas-Boas, lui, il veut le podium. Et moi, je pense que sur le podium, c'est un peu court. Mais être en Ligue Europa, c'est pas forcément une saison ratée. Ah non.
Je suis d'accord. Donc voilà, c'est simplement dire que ça se trouve cette année avec l'effectif qu'ils ont et avec le très bon entraîneur qu'ils ont, parce qu'il ne faut pas l'oublier, moi je crois tout à fait capable d'aller plus haut. On finira avec la caméra braquée sur Hervé Penaud, on a encore 10 secondes. L'OM terminera combien cette saison? Ils termineront 3 ou 4. Vous pouvez le garder ça. 3 ou 4. Et si ça se trouve 2. Mais non, je ne vais pas me lancer là-dedans. 3 ou 4. Merci beaucoup. Information express, à chaque fois une info et à chaque fois la même question, est-ce une info importante ou secondaire? On va commencer avec la blessure cette nuit de Stephen Curry. Golden State Warriors, main gauche cassée contre Phoenix. Info importante ou secondaire? Aïe. C'est important. C'est extrêmement important parce que Golden State a perdu Durant cet été, que Klay Thompson est également blessé toute la saison, que c'est une saison de transition. Ça fait 5 ans qu'ils sont soit champions, soit en finale NBA. Donc voilà, ça peut être déterminant sur une équipe qui a dominé la Ligue. On va savoir ce qu'ils vont faire. C'est pas impossible que Stephen Curry ne revienne pas, qu'il fasse l'impasse sur cette année, les Warriors, et qu'ils arrivent plus fort l'an passé. Mais voilà, c'est... Qu'ils ne soient pas qualifiés en play-off. Ils peuvent louper les play-offs. C'est la fin un peu du nerf quand même pour année de transition. Golden State, parce que, oui, c'était la fameuse année de transition. Ah bah c'est l'année de transition. Ce serait une page qui se tourne surtout. Effectivement, Durant n'est plus là. S'ils ne sont pas en play-off cette année... Sans Curry, les play-offs, c'est sûr que non, par contre, à l'Ouest. Une image qui vous a interpellé lors d'un match de charité en Israël. L'arbitre Lilash Azulin met un carton jaune à Kaka pour prendre, regardez, un selfie avec lui. Selfie important ou secondaire? Enfin, image importante ou secondaire? C'est secondaire, totalement secondaire, mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est un match de charité, donc c'est sympa. Ce serait peut-être une manière d'avoir un rapport plus cool entre les joueurs et les... Quoique les joueurs sont très très cool là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais toi, tu vois la violence. Vous n'avez pas de cœur. Un peu de sympathie. Un peu de sympathie sur un terrain de football. C'était un match de charité. Oui, c'était un match de charité. C'était rien. C'est un match qui n'existe pas. J'ai un petit sujet, fromage ou dessert. On file au Masters de Paris, Masters 1000 de Paris. Oui, j'y suis allé. Jérémy Chardy, trépasse. Tsonga, passe. Vous retenez quel résultat aujourd'hui? Quand j'ai été dans la salle, Tsonga avait perdu le premier set et quand je suis parti, il s'est finalement qualifié. Exactement. Donc il a demandé à ce que tu regardes tous ces matchs. Karine, le concept, c'est pas pour parler de votre après-midi. C'est ça la réponse. C'est que Tsonga, lors du premier set, il était complètement dépassé et il s'est repris. Et il est venu à bout de l'Allemand. C'est un Allemand, son adversaire. Jens Lennart Struif. Pardonnez-moi pour la prononciation. Moi, j'ai juste dit sa nationalité. C'est un accent du sud de l'Allemagne. Vous retenez le qualifié et pas celui qui perd. Oui, heureusement. Chardy, on était resté effectivement sur un match assez hors norme face à Medvedev. Mais quand on regarde le pédigré des deux garçons, que Tsonga de la troisième manche, Chardy perdra sur le même score, 8 points à 6 dans le tie-break. Honnêtement, là dans ce cas-là, ça veut dire des choses parce qu'il y a un vrai contentieux entre les deux hommes. Embiid a des choses à prouver et Towns également. Et on ne marche pas sur les pieds d'un Camerounais, il faut le savoir. Un lion ne se laisse pas faire. Il a eu raison. Hormis ça vous inspire quoi? Parce que j'ai eu l'impression qu'en NBA dans les années 80, il y avait beaucoup de bagarres. Dans les années 90, ça s'est un petit peu calmé. Il y a eu quand même. Il y en avait. Bien sûr. Il y a une grosse bagarre avec, je me souviens plus du joueur. Une grosse bagarre, vous vous souvenez pas? Un grand, là, je me souviens. Oui, d'accord, merci. Bon, culture NBA, on va passer mes petits. Donnez-moi le nom d'un seul boxeur français qui a un palmarès meilleur que le mien. On a déjà terminé? Il n'y a personne. Si je ne suis que champion WBO, je ne pourrais pas dire que j'ai accompli mon rêve. Je veux plus. Alors oui, maintenant, j'ai un but dans ma vie. Je veux devenir le premier Français champion du monde des lourds. C'est à lire actuellement sur le site L'Équipe. Le propos est de Tony Yoka. On n'a plus le temps d'en parler puisque le compte à rebours, c'est égrené. Vieira en danger. La série noire continue pour le GC Nice. 4e défaite d'affilée hier contre Le Mans. Élimination piteuse en Coupe de la Ligue. Le Mans classé 18e de Ligue 2. Avant, c'est déconvenu. Sur RMC, Jean-Pierre River, son patron, avait déclaré « On a un coach qui est là. La priorité, c'est de retrouver des points et un contenu dans le jeu. Imaginons que Nice empile les défaites. Là, on se posera des questions tous ensemble. Mais aujourd'hui, Patrick n'est pas du tout en danger. Alors après le match, et ce soir, est-ce qu'il faut toujours croire à Jean-Pierre Rivière? Rien que ces déclarations, c'est quand même pas une énorme déclaration de soutien à son coach. Surtout quand on sait le contentieux qu'il y a eu quand même. Parce qu'il s'est passé des choses. C'est-à-dire que quand River et Fournier sont partis, Patrick Vieira n'a pas du tout apprécié. Il y a Grimandi qui était parti, que Patrick Vieira a fait venir au club. Là, les résultats, ils sont pas bons. Reparti depuis. Voilà. River et Fournier sont revenus.
C'est assez paradoxal parce que le mois d'août, il n'y avait pas les recrues et le GC Nice tournait bien. Toutes les recrues sont arrivées et la machine a commencé à s'enrayer. Et là, la défaite face au Mans, elle est quand même extrêmement inquiétante. Exposé magnifique, exposé d'une rigueur incroyable, mais vous êtes un peu dubitatif sur ce que vous avez entendu. Non, mais je pense que River, après, il dit d'ailleurs, si les défaites s'empilent, on prendra des décisions. On peut le dire à peu près tous les entraîneurs. Si Villas-Boas aujourd'hui qui est pas du tout menacé, dans 4 défaites, on en reparlera. Donc aujourd'hui, je pense que la défaite du Mans ne remet pas, il est attaché à son image de président stable, qui vire pas les entraîneurs comme on jette ses vieilles chaussettes. Il le fait pas. Pourquoi il le ferait avec Vieira, qui a quand même prouvé la saison dernière? Si, dans 2 journées de championnat, on en est encore là avec Nice, évidemment. Mais aujourd'hui, la position, sinon il n'y a pas de débat. Aucun entraîneur de Ligue 1 est à l'abri. De tous les entraîneurs, on peut dire dans 4 défaites. C'est une défaite contre Le Mans, qui est quand même une des équipes les plus mal classées de Ligue 2. C'est de la Coupe de la Ligue. Non, mais il y a le scénario aussi du match. Moi, j'ai regardé le match, on était à Monaco. C'est des buts gaguesques et le contenu des Niçois est très inquiétant, et même Patrick Vieira qui protège très souvent ses joueurs, etc. Là, il a eu des mots forts, et c'est normal, parce que forcément, les relations, vu qu'elles sont plus du tout les mêmes que la saison passée, t'es plus inquiet pour Vieira cette saison que la saison passée. Même si, évidemment, dans la logique, il faut espérer qu'il continue. Mais il faut pas se mentir, On sait très bien qu'il y a une tension énorme dans ce club. On sait très bien que Vieira, il est pas à l'aise dans ses baskets. Il y avait l'histoire de la clause. La fameuse clause, qui maintenant n'existe peut-être plus, mais à l'époque, il y avait cette clause, ça voulait tout dire. Ça voulait dire aussi qu'ils n'étaient pas spécialement prêts à travailler ensemble. Le projet a changé. Il faut espérer que ça continue, évidemment, qu'il ne soit pas duré, qu'il y ait 2 défaites. À suivre dans l'équipe du soir, juste après la pause, Nantes rêve d'Hatem Ben Arfa. On vous en dit un peu plus juste après la pause. À tout de suite. On a des infos. Mais qui va gagner le trophée d'équipe VIP? Est-ce Cyril Guimard qui est là? Oh, le beau coup qui se rapproche du cochonnet. Si vous êtes impatient de découvrir qui gagne, ça sera juste après la première partie de l'équipe du soir en prime time, le trophée l'équipe VIP. C'est à Beauvais que ça se passe et ça sera chez nous ce soir sur la chaîne L'équipe. On est ensemble jusqu'à 20h45, 46, en compagnie de Giovanni Castaldi, à ses côtés la Tigresse, Mélisande Gomez, en face d'eux, des ennemis terribles, Karine Galli et Philippe Sansfourche. Le président est là et met plus en formation. C'est Hervé Penaud. Ben Arfa, ça chauffe. Nantes rêve de Ben Arfa. Information L'équipe, information Damien Degore. Je cite ce que nous écrit Damien Degore sur le site L'équipe. Et si Hatem Ben Arfa rejoignait le FC Nantes, l'hypothèse serait dans les tuyaux puisque le milieu de terrain de 32 ans a été récemment aperçu sortant des bureaux parisiens de Valdemar-Kita. Ben Arfa, est-ce un pari trop risqué? Qu'en pensez-vous, mes petits? Ah non. Je ne pense pas du tout que ce soit un pari risqué. Ah ouais? Ça ne pourra pas faire de mal. Ah si, moi je pense que c'est un pari risqué. Mais c'est pas une obligation de le faire. C'est un 1 contre 4 dans l'équipe du soir. Sans problème. Je prends qui en premier? Honnêtement, je trouve que c'est pas une obligation de le faire. Après, si, c'est un pari risqué parce que vous auriez une équipe de Nantes 18e, 17e du championnat, là il n'y a aucun souci. En revanche, ça fonctionne plutôt bien. Et quand vous connaissez Gourcuff, parce qu'il faut aussi s'adapter aux entraîneurs en place, que Kita soit content de faire Ben Arfa, très bien. Mais Gourcuff, c'est quelqu'un qui a d'abord, en premier lieu, c'est le jeu. Il n'a pas l'habitude de mettre tout autour d'un joueur, de créer une équipe autour d'un joueur. Il a l'habitude de créer une équipe collectivement et ensuite aux joueurs de s'insérer dans le jeu. Gardez les arguments. La patte Gourcuff, Ben Arfa, il y a pas de problème. Mais Giovanni, il n'y a pas de problème. Moi justement, si je vois bien un coach qui est capable de faire comprendre des choses à Hatem Ben Arfa, de mettre un style de jeu qui peut faire plaisir à Hatem Ben Arfa dans un 4-4-2 comme il fait souvent Gourcuff, moi je vois très bien Hatem Ben Arfa. Il y a Même si ça marche bien pour l'instant, moi je trouve quand même qu'offensivement, cette équipe, elle manque de génie, elle manque de talent. Hatem Ben Arfa, il ne pourra pas faire de mal. La vraie question, c'est dans quel état physique va arriver Hatem Ben Arfa, parce qu'on ne sait pas la condition physique. On n'en sait rien. Le mec n'a pas joué depuis mal. Donc voilà, mais je veux dire, mais si c'est pour qu'ils le remettent en selle, qu'il y ait un coach qui soit un petit peu paternaliste, qui s'occupe de lui et qu'il le mette dans des bonnes dispositions, moi je veux bien croire au ticket Gourcuff Ben Arfa. Alors donc vous êtes dans l'anti-Gourcuff. Gourcuff, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Lui, ce qui prime d'abord, c'est le jeu. Ce qu'a fait Puel, même Puel l'avait expliqué, il dit c'est la première fois que j'ai fait une équipe à Nice autour d'un joueur. J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait avec ça a marché quand même. Mais Gourcuff, il n'est pas dans cette logique-là. Gourcuff, il n'a jamais été dans cette logique-là. Lui, en plus, son équipe fonctionne plus
plutôt bien. Oui, mais... Lui, si vous lui mettez un joueur qui déjoue complètement par rapport au système qu'il a mis en place. Devant, ça, c'est une chose différente. de Je me souviens quand il y avait à l'époque Ntep à Rennes. À Rennes, ouais. Ben lui, c'était pas du tout le type de joueur qu'il appréciait. Un joueur qui prend la balle, qui fait des différences individuelles, c'est pas ça le jeu que lui veut ça ne prôner. peut pas te faire de mal. Tu dis, vous me parlez d'équilibre d'équipe. Non, mais tu dis, ils sont d'un seul coup, ça deuxièmes, mais n'existe tu sens plus. qu'ils n'ont pas de marge. On s'attend bien pas sûr à qu'ils n'ont pas de marge. ce qu'ils restent deuxième pendant encore longtemps. Et est-ce que c'est un pari trop risqué? Que ce soit un pari, que ce soit peut-être pas facile avec Gourcuff, ok, mais est-ce que c'est risqué? Tu vas lui faire un contrat de 6 mois, là, enfin d'1 an. Tu payes pas de transfert. Tu payes pas de transfert. T'es deuxième, donc quand bien même ça marche pas, t'es pas là en train de te dire de tout miser sur lui. Il est où le risque? Eh bien, le risque est très simple, c'est-à-dire que d'une équipe qui est deuxième du championnat, peut-être que vous allez mettre un grain de sable qui va faire qu'à un moment, ça va perturber le collectif de l'équipe. Alors, si vous estimez qu'il faut mettre toujours les joueurs en avant et pas les systèmes et les équilibres, c'est exactement le débat inverse qu'on avait sur le ennemi du football, tu veux pas de talent dans les équipes, tu veux des soldats, tu veux pas de talent, tu veux pas d'improvisation. Et ben désolé, je vais répondre très simplement. On parle pas de la même chose. Juste un petit peu, le président demande ses selles. Voilà, le président. On va juste regarder le dernier match du FC. Pas avec un joueur, on sait bien que les moyens sont pas inconsidérés et qu'il ne va pas y avoir une cagnotte. Alors vous m'expliquez. Et dans un vestiaire, c'est pas un mauvais bougre. Ah mais non, mais et puis moi j'adore comme joueur, donc ça c'est. Tu nous rassures, on avait des mais doutes. pourquoi? Parce que moi j'essaye d'être logique et d'être rigoureux dans mes arguments. Tout simplement, c'est que vous êtes là dans la folie ambiante. Ben Arfa il est super bon, il va dribbler 12 joueurs, ça va être génial. Il va aller voir Gourcuff, il va lui tomber dans les bras. Il y a un moment. Ils vont pleurer après. Je pense que ça plaît plus à Kita cette idée qu'à Gourcuff, à mon point de vue. C'est un genre de président, de toute façon. On le sait que c'est un genre de président. C'est le joueur du président Stéphane, voilà. Non mais moi je pense pas non plus. L'étang, mais quand Hervé parle d'équilibre, je suis pas sûr que Ben Arfa il te mette en péril ton équilibre. Si tu le mets dans un rôle de 9,5 ou choses comme ça, qu'il se passe des choses sur certaines rencontres, il peut t'apporter. Je te dis pas qu'il sera titulaire indiscutable, qu'il va faire 6 mois fantastiques, mais dans certaines situations utilisées à bon escient, c'est quelqu'un qui peut t'apporter des choses. Il y avait un argument pour Hervé Penaud. Si Nantes avait été 18e, c'est un pari qu'il aurait pu concevoir. Nantes est 2e, c'est un pari qu'il ne peut pas concevoir. Ça aurait été encore pire. C'est pire. Nantes en crise et tu rajoutes un joueur qui est hors de forme. Mauvais argument pour vous. Oui, un très mauvais argument, parce que comment vous pouvez faire pire qu'une équipe qui est mal classée? Si vous voulez la relancer, vous lui donnez un atout supplémentaire. Évidemment que ça peut être intéressant. Parce que tu dis que c'est pas un atout. Non, parce que tu lui mets une pression. Mais s'ils sont 18e, c'est pas un atout, parce que c'est un mec qui déséquilibre. Vous n'êtes pas président. Mais c'est toi, tu nous dis c'est pas un atout. À Nantes, parce que Gourcuff, il est deuxième. Et qu'en plus, il joue tout seul. Est-ce que tu as regardé Alors, est-ce que tu as regardé le classement de Nantes? Oui, non, mais déjà, j'ai regardé le classement. Entre la 2e et la 18e place, il doit y avoir 2 points en Ligue 1, parce que c'est un grand championnat. Donc, ça prouve que tu n'as pas tellement regardé. Il y a beaucoup plus de points que ça. Le problème, c'est que vous avez auprès de Ben Arfa. En plus, c'est terrible de dire ça, parce que moi, c'est un type que j'adore. Je l'ai connu très jeune à Lyon et je l'ai connu ensuite à Marseille. Non, mais j'adore. Mais simplement, à un moment, il faut avoir des arguments rigoureux. Et la rigueur, c'est quoi? C'est dire qu'il n'a pas joué depuis, allez, combien de temps ça fait? Mai dernier. Mai dernier. Et sa conf de presse après la Coupe de France. Quand il ressemblait, il mange du PSG. D'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir se remettre dans le coup physiquement. Mais ça, on est d'accord. D'accord. Mais ça veut dire quand t'es 18e, ça peut être un atout, et quand t'es 2e, c'est pas un atout. On va enlever donc un joueur de Nantes aujourd'hui qui fait plutôt un bon championnat, qui faut une super coupe de la Ligue, et d'un seul coup vous allez lui dire attends, là pour l'instant pendant 2-3 mois, il va falloir que tu sortes du terrain parce qu'on a besoin de rebecter Ben Arfa. C'est un argument ça. Bah non, c'est juste de la concurrence dans le football de haut niveau. Il n'y a personne qui est indiscutable à Nantes. Déjà, il va faire des entraînements avant de jouer. Karine Galli est en train de bouder. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais parce que vous êtes des fadas, mais ça m'insupporte. C'est tellement toujours les mêmes débats autour de ce style de joueur. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as quand même Ben Arfa qui n'a pas fait une saison exceptionnelle l'an dernier quand même, je vous rappelle. Il a fait des matchs forts, notamment en Ligue Europa, qui nous ont marqués. Mais si tu regardes l'intégralité de sa saison, elle n'est pas dingue, et même en termes de statistiques. Après, il a mis un énorme coup de pelle à Julien Stéphan, qui plutôt l'avait mis dans des bonnes conditions lorsqu'il a pris la suite de pas Belmadi, comment il s'appelle? Lamouchi. Et vous allez nous expliquer maintenant que, évidemment, on a besoin de Ben Arfa en Ligue 1. Mais moi, on parle d'un pari risqué. Bah, si, moi, ça me sidère. Tant qu'il aura. Mais non, mais arrête. Le problème, c'est que vous, en fait, un joueur qui fait 3 bons matchs sur 6 mois, parce que vous avez vu les 3 bons matchs, un jour, tu seras président. Parce qu'on a tellement de talent, on a tellement de joueurs qui nous font soulever les supporters dans les stades. Mais toi, si ça te suffit pour t'émerveiller pendant 6 mois, oui. Moi, je te dis pas que Hatem Ben Arfa, aujourd'hui, il a sa place dans une équipe qui a des objectifs hauts, avec une nécessité d'être régulier sur chaque rencontre. Non. En revanche, être un petit
petit booster supplémentaire dans une formation qui est déjà bien en place, mais qui manque cruellement quand même de talent et qui n'a pas de banc. Moi, je trouve que ça peut... Mais c'est je trouve que c'est méconnaître vraiment le système de jeu de Christian Gourcuff. Je serais très surpris que ce soit Gourcuff qui demande à ce qu'un joueur qui s'entraîne quand il veut, parce que rappelez-vous ce qu'avait dit Puel. Il faut dire, c'est la première fois que j'ai eu à manager quelqu'un comme ça. J'ai fait l'équipe autour de lui. J'ai tout mis en position. Alors que Gourcuff, c'est tout le contraire. Vous n'allez pas changer Gourcuff, il y a plus de 60 ans aujourd'hui. Est-ce que l'arrivée de Ben Arfa pourrait tendre les relations, pour l'instant qui sont idylliques, entre Gourcuff ça se peut. et son président? C'est une possibilité. Il y a peut-être ça aussi. C'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il faut prendre en général. considération. Avec Valdemar Kita, ça se termine toujours mal avec ses entraîneurs. Mais je pense il y aura bien un truc. Pour l'instant, c'est s'il reste deuxième, ça peut se tendre aussi parce que c'est Gourcuff qui prendra la vedette. Donc quoi qu'il arrive, ça va se tendre avec Kita. Mais la question, c'est pas Hatem Ben Arfa va emmener le FC Nantes en Ligue des Champions. C'est est-ce que c'est un pari risqué? Et je vois pas ce que risque le FC Nantes à tenter le pari de relancer Hatem Ben Arfa. À détruire l'effectif aujourd'hui, l'équilibre collectif aujourd'hui. Parce qu'à un moment, ils vont être 18e, ils vont monter du coup. Ça sera un atout. À Nantes, c'est un pari trop risqué. Pas forcément trop risqué pour le Ville-Peuple, trop risqué. Risqué, c'était trop risqué. Oui, mais enfin, vous avez rajouté ce trop au dernier moment. Non, c'est trop risqué. Non. Vous avez envoyé la rivière à 17h. Hein. Merci beaucoup. Verratti à présent. Au top, le meilleur. Bonne semaine donc pour Marco Verratti, en tout cas financièrement parlant, puisque le club ou son club l'a prolongé jusqu'en 2024. Conférence de presse aujourd'hui de Thomas Tuchel. Bon, le coach est fan de son milieu de terrain. On l'écoute attentivement. Pour Marco, je dis beaucoup de fois, c'est super important. Il est un joueur clé pour nous. Il est un des meilleurs joueurs au milieu du monde. Il peut toujours améliorer. Et maintenant, il est un gars super fiable et avec beaucoup de responsabilités dans les groupes. Verratti est l'un des meilleurs milieux du monde. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Thomas Tuchel? L'un est d'accord, l'autre pas d'accord. Jingle, c'est un duel. Wow. Giovanni Castaldi est d'accord avec Thomas Tuchel. Philippe Sansfourche n'est pas d'accord. La production a changé. La production est en vacances, les nouveaux sont arrivés et n'ont pas forcément tous les codes. Mais il n'y a pas de souci, je suis prêt. Alors, Verratti est-il l'un des meilleurs milieux du monde? C'est Thomas Tuchel qui l'a dit, je fais gagner un petit peu de temps. Vous avez dit d'accord Giovanni, vous avez dit pas d'accord Philippe Sansfourche. Donc l'un des meilleurs, c'est combien le groupe? Ça va être. J'attends les arguments. Eh bien, on va voir ça. Je vous fais gagner du temps pour votre truc qui vient pas, c'est sympa. Oui, voilà. Dans les 5 meilleurs du monde. OK, très bien. On est prêt en régie, on est prêt. Pas d'accord avec Thomas Tuchel, Philippe Sansfourche, c'est à vous. Non, parce qu'on le connaît bien, Thomas Tuchel, et déjà, il a des éléments de langage. C'est sûr de mentionner un petit peu la valeur des joueurs. Trouve sa place dans l'effectif. Marco Verratti, il sera l'un des meilleurs du monde. Le potentiel, oui, il sera un problème. Mais Marco Verratti, il y a quand même des carences. C'est-à-dire que dans les matchs très importants de Ligue des Champions, il a souvent été d'écouter à peine le duel quand vraiment j'ai deux tout écouté. Et vous étiez sur votre smartphone. Est-ce, je sais pas, un texto d'Hatem Ben Arfa, de Jean-Pierre River, de Valdemar Kita? Est-ce que vous avez déjà une information à nous apporter? On était dans le monde du foot, mais je vous dirai pas qui c'était. C'était aucun des trois cités là. Ok, très bien. Donc vous refusez de donner des informations. C'est un programme d'information. Vous êtes donc averti. C'est un jaune pour Karine Galli. Compte Twitter de l'équipe du soir, Thomas Tuchel a dit que Verratti était l'un des meilleurs milieux du monde. C'était un élément de langage, pas forcément d'accord avec Thomas Tuchel, Philippe Sansfourche. Si, quand Paris va et Verratti, la place de Verratti au Paris Saint-Germain est énorme. Il y a un pari avec Verratti ou sans Verratti. Compte Twitter de l'équipe du soir, le président est là, Hervé Penaud. Je suis bien ennuyé parce que j'aimerais savoir, en fait, c'est la définition de départ. Comme vous ne l'avez jamais donné, c'est quoi un des meilleurs du monde? C'est dans les top 5? Bah oui. Bah oui. Ouais. Ah oui. Spontanément, lorsque les meilleurs milieux du monde, est-ce qu'il habite à l'étage des meilleurs? Je pencherai quand même alors
pour les arguments de Philippe, parce que mine de rien, sur les gros matchs, il n'a pas toujours été présent. Effectivement, il a quelques carences. D'un coup, moi, c'est un milieu de terrain que j'adore. Techniquement, il est absolument incroyable. Certainement un PSG avec et sans. Mais d'un autre côté, le PSG, ils n'ont pas été champions d'Europe non plus. Donc, à un moment, si on parle du top 5, avec des petites carences. De Bruyne n'a jamais été champion d'Europe et du coup, ça compte pas. Et bien, De Bruyne, je le mettrais plus haut. Oui, mais, non, mais dans les 5 si tu le mets même en relayeur. C'est qui les 6-7 Oui, c'est ça. Dans les 5, tu mets Kanté, tu mets De Bruyne, tu mets De Jong, tu mets Verratti, donc enfin je sais pas. Francky De Jong, il a plus prouvé que Marco Verratti. Non, mais dans les 5 meilleurs actuels, tu mets qui? Non, mais il fait partie de la liste. Non, mais toute la question, c'est le potentiel. Si on juge le potentiel ou si on juge ce qu'il fait vraiment. Vraiment. Voilà, vraiment. Le potentiel de Verratti, effectivement, c'est du niveau d'un Luka Modric. Mais il ne fera pas probablement la carrière de Luka Modric. Parce que Verratti ne fait pas tout ce qu'il faut pour être l'un des tout meilleurs milieux du monde. Parce qu'il n'a pas une hygiène de vie irréprochable, il est souvent blessé, il n'est pas toujours très sérieux dans son quotidien. Et ça fait aussi un des tout meilleurs du monde, puisque c'est de ça qu'on parle. On n'est pas C'est un joueur fantastique. Moi, j'adore Marco Verratti. C'est un joueur... Tu payes pour aller voir ce type de joueur-là. Bien sûr. Mais il est effectivement inconstant, il est effectivement souvent blessé. Quand il est en pleine forme, tu le disais toi-même, il y a un pari avec Verratti en forme, un pari avec Verratti pas en forme. Les plus grands milieux de terrain, ils sont tout le temps en forme. Il n'y a pas une Juve avec Ronaldo pas en forme et une Juve avec Ronaldo en forme. Il n'y avait pas un Real avec Ronaldo pas en forme. Il y avait Ronaldo. Moi, je veux bien dans les tout meilleurs joueurs. Tourelle, il parle aujourd'hui. Et donc là, il prend le meilleur du Verratti, même si on n'est pas en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis d'accord. Mais là, il parle, à mon avis, du début de saison jusqu'à maintenant. Et on est d'accord qu'on n'est pas en demi-finale, on n'est pas en quart de finale de Ligue des Champions. Mais sur la première partie de saison, on peut que être d'accord avec lui. Si on prend cette partie de saison... non plus, il a été il est quand même très bon. Il aurait tenu le même discours à l'intersaison, je pense. Non mais d'accord, mais sauf que là, on est obligé de se baser sur la période actuelle. Et effectivement, qu'il soit dans un milieu à 2 ou dans un milieu à 3, ça fonctionne très bien. Et sur cette période-là, tu es obligé de le dire. Pour moi, il est dans les 5. Mais après, où je suis d'accord aussi, c'est que il y a un peu. Non, mais en plus, De Bruyne. Non, mais l'histoire des 5, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux être avec de Liverpool. Non, mais c'est la question, malheureusement. Non, mais attendez, il n'a pas dit depuis 3 semaines ou depuis 2 mois. Il dit actuellement, c'est ça. Oui, actuellement, c'est-à-dire en ce moment. Par exemple, je vais être volontairement provocateur. Parce que au niveau de la technique, je pense aujourd'hui que sur ce qu'il a montré dans sa carrière, et en plus ils ont joué ensemble, Blaise Matuidi est au-dessus de Marco Verratti. Sur ce qu'il a apporté à ses clubs et à sa sélection, aussi bien en termes de lion collectif que de gestes décisifs, parce que le nombre de buts inscrits par Blaise Matuidi, ça peut paraître paradoxal, mais bien supérieur à celui de Marco Verratti. C'est vrai. Donc, mais Philippe, je prends volontairement cette... Quand tu prends le Real Madrid, par exemple. Et en plus, ce qui me gêne, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est pas le potentiel est énorme. Quand Giovanni nous dit, le rôle d'un milieu, c'est pas de marquer des buts, c'est les attaquants de le faire. Oui, mais il y a des matchs où les attaquants, pour des raisons qui nous échappent, des fois ça marche pas. Tu prends Toni Kroos au Real. Il a sorti parfois le Real de situations compliquées. Parce que ce jour-là, je mets Verratti au-dessus de Toni Kroos. Vous avez vu le début de saison. Mais Toni Kroos, il a plus prouvé dans sa carrière que Marco Verratti. Oui, mais le problème, c'est que ça dépend de quelle période on parle. Si on parle des 5 dernières années, évidemment. Non, mais on va pas parler. On parle des 3 dernières années. Non, mais on va pas parler non plus des 8 derniers matchs. Non, mais on va pas parler des 8 derniers matchs. Mais le seul truc qui est un peu gênant dans l'histoire des milieux de terrain, c'est qu'il n'y a pas un morphotype du milieu de terrain. C'est-à-dire que tu as parlé effectivement de Fabinho, qui est un milieu défensif pur. Il y a des joueurs plus relayeurs, etc. Lui, moi, pour l'instant, plutôt un relayeur sans stats. Et c'est vrai que dans ce rôle de relayeur, il y a des joueurs qui peuvent apporter un peu plus devant le but. Maintenant, en termes de potentialité, c'est énorme. Maintenant, on attend toujours un petit peu plus de lui. Et maintenant, on va l'attendre quand? C'est sur les gros matchs, sur les matchs directs. Ça, on est d'accord. C'est là-dessus qu'on va regarder. C'est pour ça que cet argument m'avait fait pencher pour Philippe. Bravo, Philippe. Gros match. C'est même pas, il est parmi les meilleurs du monde. C'est que dans ce secteur-là, je pense que c'est le meilleur joueur au monde. Thiago Motta avait cette capacité par la passe rapide, juste par la touche de balle. Alors, en portant le ballon. Avec les dribbles courts. C'est ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs de temps en temps. Dans sa propre surface, il est d'un sang-froid. Mais c'est ce qu'on peut lui reprocher aussi. C'est-à-dire de cette volonté de tenter des fois le dribble de trop. Mais sauf qu'il fait très peu d'erreurs au final. Il y a une donnée quand même qui change en ce début de saison. Là, si on reprend juste la période actuelle, c'est qu'en équipe d'Italie, il commence à s'installer. Avec Mancini, il y a un vrai truc qui se passe. Avec énormément de concurrence. Mais t'es obligé de dire qu'il est bon en sélection. On lui a suffisamment reproché d'être bidon avec la Squadra pour dire que là, ça se passe bien. Grosso concurrence, là.
Non, mais effectivement, il est en train. Non, mais là, il est bon. En sélection. Après, il franchit quelque chose. Depuis un an, il a vraiment. C'est-à-dire, il a pris les clés avec Jorginho de la sélection et surtout lui. Parce que pareil, pour sortir les ballons, quand techniquement autour de lui, c'est plus faible qu'au PSG. Parce qu'au PSG, ils sont pas embêtés. Il peut la donner à Di Maria, il va pas se passer grand-chose de grave. En sélection, il n'y a pas le même entourage. Mais attendons de voir quand même. Après, pour être très honnête... Attendez, ça sourit du côté de Giovanni Castaldi. D'accord, pas d'accord avec Thomas Turel. Parce qu'on va avoir le résultat. J'ai perdu, évidemment. C'est pas sûr. Il y a des fans, il y a beaucoup de fans. Ça fait 2 semaines que je prends que des... Je vais pas dire le mot, mais... Des raclés. Voilà. Il y a des fans, vous avez raison. Vous avez mangé votre Merci. Après, pour être très honnête, aller jusqu'au bout du débat, si aujourd'hui j'estime que ça n'est pas un des meilleurs milieux du monde, je pense qu'il est en bonne voie. Si effectivement, il met un peu le pied sur le ballon sur 2-3 habitudes de vie après les matchs, je trouve que dans son jeu, il a gagné depuis quelques mois en sobriété et en efficacité. C'est-à-dire qu'il a une gestion globale du match, des ressorties de balles, de la prise de risque. Franchement, de la prise de risque qui est plus intéressante et qui est un peu mieux entouré. Même Marquinhos, il est mieux entouré. On va passer. La Ligue 1 Express, quelques nouvelles de la planète Ligue 1 en quelques minutes chrono. C'est parti et on y va. Un truc pour Stéphane Jobard, le coach de Dijon, à la veille de la réception du leader, le Paris Saint-Germain, demain, n'a qu'un souhait, que ce soit pas open bar. Écoutez-le. On a bien conscience que demain, il faudra un alignement des planètes pour qu'il se passe un truc sympa pour nous, qui est une concordance un petit peu de facteurs de réussite pour nous, mais voilà, on va vendre chèrement notre peau. L'aspect défensif restera important. Et si on n'est pas efficace au niveau défensif, effectivement, ça va être open bar. Et je pense que les prises de vitesse souhaitées par les Parisiens vont être nombreuses. Paris premier, Dijon dernier. Est-ce qu'il y a un risque de grosse raclée demain? Oui. Là, il y a un risque d'open bar version Happy Hours. Moi, je ne crois pas trop. Non, non. Ah bon? Non, il y a des absences. À Paris, on parlait du milieu. Verratti, encore une fois, problème au mollet. Il n'est pas là. Ah bon? Bah oui. C'est bizarre. Herrera n'est pas là, il est important en ce moment. Le milieu est un petit peu. Il revient. Non, mais il revient, mais il manque de rythme. Dijon est quand même inquiétant. Donc 4-0, tu peux l'envisager. Je te dis pas que ça sera le tarif de défensivement. Mais dans le contenu, ils sont pas si mauvais que ça par rapport à d'autres formations. Non, mais ils ont fait le problème, effectivement, c'est mentalement quand ils prennent un but, souvent derrière, ils lâchent un peu. Non, mais ils ont fait un bon match à Bordeaux, mais défensivement, il y a eu de tels errements. J'ai peur que contre une équipe du Paris Saint-Germain un peu en forme, ce soit difficile. Donc c'est vrai que la peur de l'open bar peut exister. Après, ça dépend aussi de ce que le PSG voudra mettre. Si 2-0, ça leur suffit. Il y a ça aussi. Autre match. Julien Stéphan, on passe au Stade Rennais. Prudent après un succès sur le buzzer de dimanche contre Toulouse. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de se dire qu'on est sorti d'affaire. Il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Bien sûr. C'est du bon sens, quoi. Oui, c'est logique. C'était grotesque de dire que potentiellement il fallait le virer avant Toulouse. Et c'est grotesque de dire que. Il y en a qui a dit ça? Ah bah oui. C'est grotesque de dire que tous les soucis sont réglés après la victoire dans les arrêts de jeu. Clément Grenier, mis à l'écart depuis 2 matchs pour cause d'individualisme. C'est faux, assure Julien Stéphan en conférence de presse. Ce qui me dérange, c'est quand on emploie ce terme-là sans développer ou donner des arguments. Ce qui me gêne, c'est de cataloguer les gens sans arguments. Je n'ai jamais parlé d'individualisme, mais le niveau de performance. Ce soir, Clément Grenier a réagi sur RMC, donc j'ai compris le message. J'étais moins bien personnellement. L'équipe aussi, vous avez des nouvelles de Clément vous aussi, Oui, je l'ai eu en début de soirée. Effectivement, il était plus au niveau de août et septembre où il avait été bon. Et tout le monde était en difficulté au mois d'octobre, lui le premier. Et le coach a voulu le piquer, mais il n'y a effectivement pas eu de propos comme on a pu le lire de la part de Julien Stéphan. Il sait qu'il doit faire mieux, il sait qu'il doit retrouver son niveau. Et voilà, Rennes doit faire mieux de manière générale. Voilà, mais il n'est pas inquiet, il a eu un coup de moins bien, il bosse pour. Donc c'était lui que vous aviez pendant le duel entre Philippe et Giovanni? Non, je relisais ces messages parce qu'il y en avait beaucoup, alors j'étais plus sûr de ce qu'il me disait. Donc voilà, il n'y a pas de drame. Il y avait des fautes ou pas? Comment? Il y avait des fautes? Non. Clément Grenier écrit très bien français, mais tu le sais. Je le sais bien. On vous laisse tranquille. Après Marcelo Lopez de Paille, le brassard continue de tourner du côté de l'Olympique Lyonnais. Rudy Garcia l'a dit avant de changer de brassard. Et compliment à M. Memphis. On y va. Moi, j'ai bien aimé non seulement ses matchs, parce qu'il a fait des matchs très très importants pour l'équipe. Il a d'ailleurs marqué. Et puis il s'est comporté en leader et pas que quand il avait le brassard, voilà, déjà sur les 2 premiers matchs. Moi pour l'instant, ça fait 15 jours que je suis là, il n'a pas d'irrégularité, donc je jugerai sur ce que je vois de Memphis et pour l'instant c'est un garçon régulier. Jason Denayer sera le capitaine à Toulouse.
le brassard qui continue de tourner. Évidemment que c'est logique. C'est logique. Mais oui. L'utilité de faire tourner le brassard. Mais il a dit qu'il allait essayer au moins 6 capitaines. D'accord. On en est qu'à 3. On va en être à 4. J'espère que ça reviendra sur Memphis. Et ça va revenir sur Memphis. Ouais, franchement, j'aime bien. C'est une idée qui me plaît. Et c'est comme si c'était écrit. Je pense. Là, en fait, il se tient effectivement à ce qu'il a dit au départ. Il ne veut pas se dédire, mais je pense qu'il y aura une forme de pression globale sur le fait qu'il... Quand il lui a donné la responsabilité de le prendre, non seulement il a été bon, mais en plus il a eu des gestes. Il laisse le penalty. Il se conduit en capitaine. Et on peut dire ce qu'on veut de Memphis Depay, il a du déchet, mais moi je trouve qu'à l'Olympique Lyonnais, dans l'Olympique Lyonnais actuel, c'est le seul qui va là où ça fait mal. Et je pense que c'est une qualité qui peut servir en tant que leader, en tant que capitaine. Allez, c'est d'accord avec toi. Où ça fait mal, nous assez d'accord avec toi. Resterons là-dessus. Juste un écho dans le progrès d'hiver. Rudy Garcia part à la chasse à la taupe. C'est là où ça fait mal. Rudy Garcia ne veut plus voir des compos dans la presse les jours du match. Est-ce que ça se tend ? Attendez. Est-ce que ça se tend ? Est-ce que vous sentez qu'avec Rudy Garcia, honnêtement, il y a un mur. Non, je ne sens absolument aucun mur. Non, la porte est grande ouverte. Après, vous savez, ça, ce genre de choses, c'est relativement classique dans les équipes, mais faut pas perdre de temps avec Il faut décrypter. C'est le seul truc que Juninho a sorti depuis 15 jours qu'on a retenu. Donc lui, il se met dans la roue et il se dit si je veux être bien avec Pépère et que je puisse poser mes pions là où je veux à côté. Avec Pépérigno. Oui, mais c'est encore blanc dans direction de. C'est un énorme coup de com'. Encore, il est très fort. Le seul problème, c'est que s'il faut un tel décryptage pour le comprendre, c'est que c'est pas si bien que ça. Ok, mais petit. C'est vite décrypté quand même. Benzema dépasse Henry. Benzema marque un penalty hier soir contre les Ganes. On va regarder penalty. Bon, on fait un penalty, vous allez nous dire à la 69e minute. Mais c'est un but qui n'est pas si anodin si on regarde la carrière de Karim Benzema qui marque ici même son 229e but avec le Real, toutes compétitions confondues. Il double la légende d'Arsenal, le Français Thierry Henry, qui avait marqué toutes compétitions confondues, 228 buts. Il devient donc le meilleur buteur français dans un club étranger. En club, Benzema est-il le meilleur attaquant français de l'histoire ? Franchement, il y a débat. Hein. Pour moi, oui. C'est vrai. Je serais plutôt oui, quoi. On parle de palmarès, c'est quand même 4 Ligues des Champions. Et surtout, moi, ce qui me bluffe le plus, c'est qu'en termes de buts, il en arrive à ce total-là en ayant eu Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que pendant des années, il était au service du Portugais. C'était que Cristiano Ronaldo, c'est 50 buts par saison. De durer aussi longtemps au Real Madrid et d'être autant efficace et de marquer autant de buts dans l'ombre d'un quintuple Ballon d'Or et de gagner 4 Champions League, c'est impressionnant. Alors ce qu'on peut rétorquer en revanche, parce qu'il y a d'un côté et de l'autre, c'est qu'Henry, pour moi, il symbolise Arsenal. Henry symbolise presque la Première Ligue. C'est-à-dire que vous pensez Première Ligue, n'importe quel Anglais, d'ailleurs je ne sais plus, c'est Carragher, je voyais parler avec Henry, et qui disait en gros c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue. Parce que Benzema ne sera pas en Espagne. Benzema, c'est un grand joueur du Real Madrid. Il n'était pas numéro 1 quand il y avait Ronaldo. Il n'est peut-être même pas encore numéro 1 aujourd'hui. Quoique là, il s'en rapproche. Mais il pouvait être même numéro 2, numéro 3. Il a fallu qu'il se batte pour faire sa place. Rappelez-vous qu'à une époque, on lui mettait Higuaín dans les pattes. Il jouait pas. Il a été monstrueux, exceptionnel. Exceptionnel. Non, mais il y a eu une période où il jouait un petit peu moins. Enfin, il y avait une plus forte concurrence. La star du Real, ça n'a jamais été lui, en quelque sorte. Les 4 Ligues des Champions, c'est Ronaldo. Voire Ramos, voire quelques joueurs comme ça. Pas lui. Alors que la star absolue d'Arsenal, c'est Thierry Henry. Et les 4 Ligues des Champions d'Arsenal, c'était quand déjà ? Non, mais c'est deux choses différentes. Non, mais lui, il en a gagné au moins. Là, on parlait simplement de l'image que peut avoir un joueur sur mais non, mais on parle du sportif. Mais cette saison, elle peut être déterminante. Si le Real gagne un titre majeur, alors je parle peut-être pas forcément de la Ligue des Champions, mais déjà une Liga, enfin, alors que tout repose sur ses épaules et qu'il endosse totalement cette pression, je pense que ça fera partie d'un package global. Parce qu'on parle de Thierry Henry, mais on peut même partir plus loin. Moi, je pense qu'à son époque, Jean-Pierre Papin a symbolisé ça à l'Olympique de Marseille, où pendant 3 saisons, il est meilleur buteur de C1, il est Ballon d'Or. Bon, après, il ne la gagne pas, mais il fait 2 finales. À ce moment-là, à cette époque, au début des années 90, t'avais qui en face qui était meilleur que Papin? Peut-être Romario, peut-être. Il y avait touche-touche avec Van Basten, Romario. Voilà, mais il était vraiment... C'était le joueur. Tu construis un effectif royal, tu voulais l'avoir en neuf. Tu as l'impression que Benzema, il n'y a que depuis cette année, voire l'année dernière, où il était monstrueux, après le départ de Ronaldo, il a été très fort pour essayer de tirer l'équipe qui n'a pas marché vers le haut. Il est titulaire depuis 10 ans dans la plus grande équipe d'Europe, donc du monde. Il a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real. 4 Ligues des Champions. Non mais quand vous avez des périodes comme ça où un club domine à ce point, comme le Barça juste avant,
C'est énorme. Ah mais non, on n'est pas en train de minimiser, on ne minimise pas l'impact qu'il a eu. Le Real, et vous dites ouais mais c'était pas lui la star, mais il était titulaire. Non, mais attention, on ne minimise pas ce que j'ai dit. Attention, on ne minimise pas ce que j'ai dit. La question est posée. Et la question c'est en club, est-ce que c'est le meilleur attaquant de l'histoire du foot français en club? Oui, en club. Si on se pose la question, au vu de son palmarès, il n'y a pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Il n'y a pas de débat. C'est là qu'on doit dire, évidemment, bien évidemment. Et il y aura toujours des débats avec Benzema, mais c'est injuste. La question se pose parce que Henry représente quelque chose. Voilà, il n'a pas encore sa statue devant le stade. Mais c'est là. On parle de quoi? On parle finalement. On parle de la sextape, on parle de ce qui lui est arrivé. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est complètement déconnecté de l'histoire. Il y a un truc qui me dérange par rapport au côté, c'était pas la star, etc. 20 secondes. Non, mais je prends par exemple ce qu'on dit de Roberto Firmino à Liverpool en disant c'est un joueur merveilleux, c'est un 9,5 dans un registre qui fait briller les autres. On peut pas en vouloir à Karim Benzema d'avoir su se mettre au service d'un collectif et d'avoir brillé et d'avoir amené. Il a été extrêmement important. Ah mais personne n'a dit le contraire. On est en train de parler du meilleur de l'histoire. Quiz Benzema, quel est son record de buts en championnat avec le Real? C'était la saison 2015-2016. 28, 23. Alors 23, 25, 25, 28, 24. 24, 27. Il y a une bonne réponse. Et d'après vous, c'est qui? C'est moi. 23. Bon, en général, c'est le président. En général, c'est Mélisande Gomez. 24 buts, 27 matchs, 23 ou 25. 2 points pour Mélisande. Quand c'est pile, ça compte double. Tiens, combien de buts a-t-il marqué pour Lyon? 148 matchs. En 148 matchs, combien de buts a-t-il marqué pour Lyon? 82. 42. 67, je pense. 61. 61. 88. 88. Il n'y a pas un tout pile. Mais il gagne en général contre un équipe comme ça. Le président c'est encore Mélisande Gomez. Vous avez dit 67, c'est 66. Oh, c'est pas vrai. Oh la vache. 61. Quand c'est au-dessus, c'est perdu. Ah, c'est vrai, je dis rien. Mais en revanche, comme je suis président, je me donne un point. Non. Sur les pronos ou pas? Les petits, partie de pétanque sur la chaîne L'équipe avec le trophée VIP. Ça se dispute à Beauvais. C'est soir de finale. Parce que là, vous allez voir les meilleurs, les moins bons. Allez, on vous embrasse. On se donne rendez-vous aux alentours de 23h avec du gros. On va reparler de Bernard Tapie tout à l'heure.